Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire du cycle Construire en terre en commande publique qui est organisé par Envirobat BDM et les grands ateliers avec le soutien de nos partenaires respectifs, l'ADEME, le ministère de la Culture et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce cycle est organisé en lien avec le TerraFibre Award, prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et ou en fibre végétale. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM, qui est une association de professionnels de la construction et de l'aménagement durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Louise Lemoine et je suis coordinatrice de projet au sein des grands ateliers Innovation Architecture, plateforme pédagogique au sud de Lyon. Je suis coordinatrice du TerraFibre Award 2021. Et du coup, nous souhaitions faire ce webinaire autour du matériau terre, car la terre est un matériau traditionnel en France, utilisé sous différentes formes selon les régions, pisé, bauge, adobe, BTC, torchis ou encore enduit. Son usage a périclité au cours du XXe siècle, mais grâce au travail de structures reconnues et de professionnels engagés, il connaît désormais un nouvel essor. Il est aussi tout à fait adapté pour répondre aux grands enjeux actuels comme l'économie circulaire, l'épuisement des ressources et la réduction de l'impact environnemental du secteur du bâtiment. Donc, l'objectif de ce webinaire est de montrer qu'il est tout à fait possible de recourir à ce matériau en commande publique. Nous avons donc choisi de présenter des projets de bâtiments publics qui ont eu recours à ce matériau, donc différentes typologies dans différents territoires et avec différentes techniques de mise en œuvre. Après la conférence de la semaine dernière sur la maison de santé à Prat-Bon Repos, nous allons poursuivre ce cycle et découvrir aujourd'hui le projet du groupe scolaire des Collines à Valère-Basse dans la Drôme. C'est un bâtiment qui a été livré en 2019, réalisé sur 2 niveaux avec des murs porteurs en pisé et d'autres murs en ossature bois et isolation paille. Ce projet de l'école des Collines est finaliste du TerraFibre Award 2021 et il fait partie avec les 39 autres projets finalistes de l'exposition TerraFibre Architecture qui est encore aujourd'hui installée et ce jusqu'au 27 février au pavillon de l'Arsenal à Paris. Elle commencera, et l'exposition après le 27 février commencera son itinérance en France et dans le monde. Donc, pour nous parler aujourd'hui de ce projet de l'école des Collines, nous avons le plaisir d'accueillir Nadine Chevreul, si elle nous a rejoint, donc, qui est la présidente du CIVOS de la Haute-Herbasse, qui est ici en tant que maître d'ouvrage du projet. Milena Stefanova, qui est architecte au sein de l'agence Design et Architecture, et Jean-Marie Lotiec, architecte au sein de l'agence Nama Architecture. Je vous laisse du coup la main. Est-ce que Nadine a pu nous rejoindre? Alors, malheureusement, je ne crois pas. Je ne la vois pas dans les participants. Je vais la relayer. Je pense qu'elle a eu un problème de connexion. Ils sont en train de faire des travaux dans la ville. Du coup, vous allez la remplacer. Une petite précision sur les questions. Au moment où vous posez la question, si vous pouvez mettre votre nom, prénom et puis votre fonction, ça on sait aussi de quel côté aussi répondre plus facilement à la question. Bon, Jean-Marie, je te laisse commencer peut-être. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de présentation de l'école des Collines, un projet de groupe scolaire réalisé il y a longtemps déjà. Et comme les années passent à toute vitesse, en tout cas à Valère-Basse dans la Drôme, et un bâtiment qui a été réalisé en ossature bois, remplissage de bottes de paille et en pisé, non stabilisé, avec quand même un petit peu de béton. Donc, pour vous présenter rapidement la maîtrise d'ouvrage et le contexte, la localisation, donc on est dans la Drôme, entre Lyon, Valence et Grenoble.
un petit peu plus proche de Valence, mais en fait à la frontière avec l'Isère. Et on a une maîtrise d'ouvrage, donc qui est le SIVOS, le syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui a été créé, donc un regroupement de communes qui avaient chacune une école à classe unique et qui se sont donc regroupées pour créer, après grande réflexion et beaucoup de discussions, un groupe scolaire global qui permette de mutualiser les investissements, les coûts et puis les fonctionnements, et notamment fonctionnement en termes de flux de parents, de voitures, de vélos pour aller à l'école, de périscolaire, etc., et de cantine. Donc voilà, il a été décidé de faire un nouveau groupe scolaire avec un programme et des ambitions qui ont été guidées par les sensibilités des différents élus, évidemment, et par les accompagnants qu'on vous présentera sur la diapo suivante, mais d'un point de vue juste programmatique factuel, c'est un groupe scolaire qui rassemble sur 2266 mètres carrés de plancher, 3 classes maternelles, 4 classes élémentaires, une salle de périscolaire, une salle de motricité, une salle de repos, une salle polyvalente, plurivalente, et puis les locaux évidemment administratifs de direction, enseignants, un bureau dédié au SIVOS, puisque la démarche SIVOS ne s'arrête pas à la construction du groupe scolaire. Et dans un second volume donc, du bâtiment se trouve le restaurant scolaire, ainsi que la chaufferie bois granulé. Voilà. Et une grande cour, évidemment. Donc, pour vous resituer un petit peu le projet, c'est en tout cas la Haute-Terre Basse, c'est un ensemble de communes rurales, donc avec un contexte un peu plus libre pour les concepteurs. Les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, donc c'est évidemment le SIVOS, avec 6 communes réunies, donc 6 élus, 6 maires, hommes et femmes, ainsi que leurs adjoints, ce qui n'est pas une mince affaire pour la maîtrise d'œuvre, avec autant d'interlocuteurs en maîtrise d'ouvrage. Mais plutôt des gens très pragmatiques, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont l'habitude de discuter ensemble, qui ont compris qu'ensemble, ils iraient plus loin et pas plus vite, mais de façon plus pertinente. Donc, voilà, ça nous a facilité la vie en tant que maître d'œuvre. Mais ils ont eu aussi l'intelligence de s'accompagner d'AMO, en tout cas de se faire accompagner sur la partie programmation par le CAUE de la Drôme, qui les a guidés aussi sur les choix constructifs, sur les choix d'énergie, sur les choix de programmation, aussi de sélection du terrain sur lequel ils allaient construire. Ils se sont fait aussi accompagner par les ENR, qui les a accompagnés donc dans la démarche Bateco, qui était une démarche innovante sur les prémices de la démarche E+C-, qui est intégrée maintenant à la RE 2020, et la DIL 26, qui eux aussi étaient partie prenante notamment sur les énergies photovoltaïques. Et voilà, ensemble, ils ont fait un programme, ils ont construit un programme de bâtiment avec le programme classique surfacique, de leur nécessité en termes d'accueil d'enfants et d'enseignants, mais aussi un programme guidé par
par les ambitions énergétiques, par les ambitions d'inscription de leurs bâtiments dans le contexte rural du Nord-Isère ou du Sud-Drôme, avec des matériaux locaux traditionnels, un patrimoine local empisé, avec du bois aussi dans les constructions, des galets et des cultures de paille, plutôt à vocation agricole, mais quand même avec une vision de ce que doit être un bâtiment public exemplaire. Voilà, donc ensuite, étant donné la taille du bâtiment et l'enveloppe budgétaire des travaux, ils ont lancé un concours d'architecture et ils ont sélectionné une équipe de maîtrise d'œuvre, en tout cas un projet dessiné par une équipe de maîtrise d'œuvre, parce que c'était un concours anonyme évidemment, et que nous avons eu la chance de remporter. Milena, qui est notre mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre design architecture, va prendre la suite pour vous présenter l'équipe de maîtrise d'œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le précisait Jean-Marie, le projet est né d'une volonté farouche de maître d'ouvrage pour une architecture ancrée dans le territoire à travers à la fois son esthétique, mais surtout à travers les matériaux de sa construction. Et le concours qui était lancé, dans l'annonce de concours, était clairement précisé la volonté de maître d'ouvrage pour une architecture utilisant des matériaux géosourcés, la terre, qui est très présente dans l'architecture vernaculaire locale, et puis un bâtiment bas carbone, puisqu'il y avait le double objectif aussi d'un bâtiment BEPUS F Énergie 2017. Ça veut dire qu'un bâtiment qui produit plus de l'électricité qu'il en consomme, donc d'une certaine manière indépendant vis-à-vis de l'électricité et de cette ressource énergétique, et puis aussi un bâtiment qui pourrait expérimenter cette démarche de E plus C moins, qui à l'époque n'était pas encore officielle et rentrée comme aujourd'hui dans le RE 2020, mais néanmoins servir en fait de bâtiment test. Et effectivement, quand nous nous sommes décidés de répondre à ce concours avec NAM Architecture, pour nous, c'était clairement une évidence que l'équipe de maîtrise d'œuvre doit être composée ou en moins avoir les compétences qui nous permettraient à nous de répondre à ces attentes de maître d'ouvrage. Donc, dans ce cas-là, de manière logique, nous avons réuni autour de nous deux BUT structures, un BUT structure qui est vestiaire, spécialiste, je dirais tout matériau, mais plus particulièrement qui nous accompagne déjà depuis plus de 20 ans dans des différentes constructions en terre crue. Et puis un BUT structure spécialisé dans le bois et la paille, Goujard Technologie, qui est connu en tout cas nationalement. Et puis BUT fluide et thermique, Nicolas, qui sont des spécialistes en tout cas d'une approche thermique et qui se sont prêtés aussi volontiers à ces demandes de maître d'ouvrage à la fois de calcul de carbone, de calcul de déperdition, etc. Économiste, bureauforg, et puis normalement, puisque nous avons une cantine-restaurant scolaire, nous avons un BUT cuisine, un BUT vert des paysages et puis acoustique. Donc, c'est un peu plus classique. Mais effectivement, dès le début, l'équipe a été construite pour pouvoir répondre à ces attentes de maître d'ouvrage. La suivante, Jean-Marie. Rapide présentation en fait de projet sur son plan masse et la manière de s'intégrer dans le site, même si effectivement là le site n'est pas très percevable, mais dans les photos vous le verrez. Donc nous sommes un peu en dehors des villages qui composent le CIVOS. La question de maître d'ouvrage a été très longtemps de trouver le terrain qui permettrait à l'ensemble des communes de centraliser cet équipement intercommunal
pour minimiser les déplacements des parents venant des différents centres-bourgs. Et sur le site existe la salle intercommunale, qui est le bâtiment en gris au nord. L'idée est clairement apparue qu'en fait, si l'école intercommunale s'inscrit à côté, il serait tout à fait possible de mutualiser une grande partie des aménagements extérieurs et de trouver cette nouvelle école un peu centralisée entre les différents bourgs. L'école donc se positionne à côté de la salle intercommunale et s'oriente d'emblée avec une approche plutôt bioclimatique, puisque nous n'avons pas eu d'autres contraintes de bâti à côté. Donc, assez librement, orientant un premier partie de bâtiment qui se développe sur 2 niveaux, qui est la partie scolaire et qui s'oriente nord-sud, permettant de disposer à l'intérieur les salles de classe et toutes les parties de vie plutôt orientées au sud, qui s'appuient et qui donnent sur les différentes cours de l'école, et puis d'avoir plutôt des locaux occupés partiellement dans la journée en tant que tampon thermique sur les parties nord et donnant sur les façades nord. Une partie au sud qui est le restaurant scolaire et la chaufferie au bois déchiqueté, au bois de granulés, et un volume qui lie les deux, en tout cas, et qui forme l'entrée principale de l'équipement, et puis les cours qui se développent au sud. Les aménagements extérieurs qu'on voit devant, qui est le très large parvis végétalisé, et le parking ont été mutualisés. Et la volonté de maître d'ouvrage a été de pouvoir servir à la fois pour la salle, à la fois pour le groupe scolaire. Les utilisations sont décalées dans le temps et ça permet effectivement de mutualiser ces équipements et ne pas les avoir en double. La suivante. Rapidement, sur plan, nous rentrons dedans. Donc, dès le démarrage de travail de l'équipe sur le projet, nous a paru bien évidemment clair que le PISE va prendre une partie essentielle dans le projet et une partie essentielle pas seulement comme porteur, puisqu'il est là porteur de 2 niveaux, sur 2 niveaux, mais c'est surtout pour ses qualités hygrothermiques, en tout cas sa masse et sa manière de jouer le rôle de régulateur hygrométrique pour les ambiances intérieures de l'école. Donc, nous retrouvons un mur porteur qui structure la colonne vertébrale de la partie scolaire, qui appuie en quelque sorte les salles de classe et qui, de 2 côtés, aussi bien dans les circulations que dans les salles de classe, est visible et joue pleinement son rôle de régulateur hygrothermique. Et puis 2 murs en pisé qui sont plutôt orientés à l'ouest et qui sont là pour accompagner l'entrée de l'école, pour pouvoir la structurer et puis la cadrer, en quelque sorte annoncer aussi bien esthétiquement à l'entrée la présence de ce matériau vernaculaire qui se déploie dans le groupe scolaire. Et puis tout le reste qui est en gris sur le plan, c'est un mur manteau très isolant, composé de bois et d'isolation de bottes de paille, qui vient en fait protéger l'ensemble de bâtiments, l'ensemble de ces espaces, aussi bien au niveau des murs qu'au niveau des toitures. Les toitures de 2 types qui sont des toitures, soit toiture terrasse, soit toiture à 2 pans, mais l'ensemble des toitures est réalisé aussi en caisson bois isolé de bottes de paille. Dans le plan, on voit bien l'articulation effectivement des volumes, donc le volume scolaire et puis le volume de restaurant au sud, relié avec la galerie qui accueille les élèves et qui permet à la fois d'accéder dans ces deux bâtiments, 2 ailes de bâtiments, ou d'accéder directement dans les cours de l'école. Rapidement, simplement, pour appuyer un peu les propos tout à l'heure, donc nous sommes dans l'aile de bâtiment qui se déploie sur 2 niveaux, l'aile scolaire, et effectivement, on voit
Dans le centre de bâtiment, au cœur de bâtiment, le pisé qui se déploie sur 2 niveaux. Là, la coupe est faite sur une ouverture, mais vous verrez après par la suite, le mur pisé se continue à l'étage. Et puis, c'est lui qui fait en fait la limite d'un côté et au sud les salles de classe qui profitent pleinement des apports solaires gratuits l'hiver. Néanmoins, ces apports sont maîtrisés puisque le contrôle d'ensoleillement est donné par un double dispositif à la fois des brise-soleil orientables à l'extérieur et puis des stores intérieurs pour plutôt le confort visuel. Donc, effectivement, l'hiver, quand il est intéressant de récupérer les calories gratuites solaires, les brises-soleil ne sont pas forcément mises, mais les stores intérieurs permettent de filtrer la lumière et puis de chauffer en quelque sorte, de la capter, de la transmettre par rayonnement, de la récupérer au maximum. Et puis, dans les périodes estivales, les brises-soleil rentrent en fonctionnement pour plutôt complètement dissiper cette énergie pour éviter les surchauffes. Et puis, comme l'ensemble des espaces sont traversants, la ventilation naturelle nord-sud, elle est tout à fait possible, simplement par la différence de température sur les 2 façades, d'une manière assez rapide et assez contrôlée, mais pas forcément avec des dispositifs très complexes, mais simplement incitant l'ouverture des portes antérieures et les ouvertures des menuiseries extérieures. Et puis, du côté nord de mur pisé, nous retrouvons les circulations et l'ensemble des équipements, des espaces plutôt tampons. Donc, c'est les rangements, c'est les salles plutôt polyvalentes et la salle sportive. C'est aussi les rangements et puis des bureaux qui ne sont pas occupés en permanence. Ça, c'est la vue de bâtiment. Donc, la photo a été prise 1 an et demi après la livraison de bâtiment. Donc, on devine maintenant le bardage bois qui a pris sa couleur grise. Et puis, la volumétrie de bâtiment. Donc, nous sommes face à un bâtiment qui est assez important, 1 mètre carré. Donc, le choix de l'équipe a été d'essayer de casser un tout petit peu cette volumétrie, casser dans le bon sens de terme, mais en tout cas de travailler des volumes qui viennent effectivement donner des échelles un peu plus domestiques, des volumes qui ne sont pas tous à 2 niveaux, et puis un mariage plutôt de volumes toiture terrasse très sobre, et puis des petites maisons, si on peut les appeler comme ça, en tout cas qui se mesurent avec les fermes de hameaux qui est à côté, et qui permettent de travailler cette volumétrie plus à l'échelle, effectivement, de ce qu'on a dans les bourgs à côté. Ça, c'est la façade principale de l'école, elle est orientée ouest, et là, on voit bien les 2 grands volumes et la partie centrale qui accueille les élèves. Donc, le pisé sur le premier volume structure la partie de la chaufferie et de silo à bois. Donc, c'est une chaufferie avec 3 chaudières bois granulés et un silo qui est à l'étage. Et cette chaufferie-là nous a permis aussi, via un réseau de chaleur, de venir remplacer la chaudière existante de la salle intercommunale. C'était une chaudière ancienne au fioul. Donc, l'ensemble maintenant de bâtiments de site profitent de cette chaleur renouvelable. Et puis, le volume d'une des salles de classe qui s'ouvre à l'ouest. Là, c'est la façade de bâtiment sud, très ouverte, mais on voit et on devine effectivement des brise-soleil qui permettent de filtrer la lumière. Et puis, une cour ou des cours, aussi bien maternelle et primaire, qui s'ouvrent au sud. Là, c'est tout au début, effectivement, après la réception, avec des aménagements végétaux qui ne sont pas encore au maximum de leur croissance, mais effectivement, pour permettre un aménagement de cours avec peu d'espace, relativement peu d'espace minéralisé,
en tout cas, et la possibilité aux enfants de venir jouer aussi sur les parties végétales. C'est le volume d'entrée de l'école. Donc, cette petite galerie qui est ouverte est-ouest, à l'ouest sur l'espace commun, le parvis, et à l'est sur les cours, et qui accueille les élèves et qui permet d'aller à l'étage vers les espaces des élémentaires ou de continuer en partie de rez-de-chaussée sur les espaces de maternelle ou dans notre dos, le restaurant scolaire et les deux salles élémentaires et maternelles. Donc cet espace-là a été voulu, en quelque sorte, c'est le premier contact avec le bâtiment et a été aménagé pour essayer déjà de traduire ce rapport aux matériaux locaux, ou en tout cas, tout le long de bâtiment, les matériaux pisés et bois sont très visibles. C'est eux qui font l'esthétique des espaces intérieurs. Et ce travail un peu avec les troncs de bouleau nous permettait d'aménager des espaces de vestiaires pour les élèves quand ils rentrent de la cour pour aller rejoindre le restaurant scolaire et de créer un peu des espaces qui permettent de rentrer aussi le matériau bois dans son esthétique tel qu'il est dans la nature, ou en tout cas de rappeler le rapport entre les troncs de bois, les troncs coupés, et puis un peu ce travail un peu poétique des espaces à l'intérieur. C'est une des salles de restaurant scolaire, le restaurant scolaire qui est orienté est et sud aussi, avec un traitement de l'ensemble des plafonds acoustiques, et vous le verrez dans les salles de classe aussi, qui passent par des dispositifs à fond plafond, à latte de bois, à claire-voie. Donc, tout ce qui a pu être re-questionné, ou en tout cas tous les dispositifs constructifs qui ont pu être re-questionnés, est traduit par l'utilisation de bois ou de pisé, le sont dans ce projet. C'est les circulations, donc on retourne ici dans la partie scolaire, et puis le mur pisé qui accompagne d'un côté les circulations pour accéder aux différents locaux, et qui accompagne aussi dans les salles de classe et qui bâtit les espaces de salles de classe. Jean-Marie, je laisse la parole. Yes, je peux prendre la suite effectivement sur la technique spécifique du pisé qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc d'un point de vue factuel, on a 255 mètres carrés de murs pisés de 50 cm d'épaisseur. Comme Milena l'a bien précisé, c'est du pisé porteur. C'est un pisé qui a été formulé avec 50% de terre du site. Voilà, donc on est dans le fond du bassin de la haute-terre basse. La haute-terre basse étant un ruisseau, donc on est proche du ruisseau. Donc on a une terre qui est plutôt sablo-alluvionnaire avec un manque d'argile et de gravier, ce qui est un peu limitant pour la technique du pisé, hein, puisque le patrimoine bâti en pisé, lui, est un peu plus haut sur les collines. Et on avait donc sur le site, en tout cas sur le site un peu plus élargi, sur la commune de Montrigot, des chantiers d'éoliennes qui étaient en cours. Et donc, on a pu repérer pendant les études déjà qu'on pouvait aller récupérer de la terre argilo-graveleuse, ce qui tombait bien, puisque c'est ce qui nous manquait avec la terre du site. Et puis un petit complément de gravier pour avoir un pisé idéal, on va dire, en termes de structure interne du matériau, pour réaliser les murs du bâtiment scolaire. Pour information, l'eau pisée a été pas chère, en tout cas par rapport à ce qu'on peut voir sur la plupart des chantiers publics où on peut faire du pisé, hein, puisque
autant Milena, design architecture, ou nous avec Nama, ou les deux. On a quelques expériences de projet Pisé où on en a accompagné, des confrères. Et 600 € le mètre carré de mur, tout compris, c'est vraiment pas cher. Sachant qu'à l'intérieur, on intègre les études de formulation de matériaux, etc. Ce prix a été permis parce qu'on a 2 entreprises locales sachantes qui ont été sélectionnées pour faire le chantier. Donc là, on est aussi sur un appel d'offres public, hein, donc il y a eu mise en concurrence. Ces 2 petites entreprises locales qui se sont regroupées pour pouvoir répondre à ce chantier un petit peu important pour elles à l'époque. Et comme elles sont iséroises, elles ne sont pas loin et elles ont pu économiser sur les transports, notamment de leurs salariés. Et comme on est une terre qui était plutôt facile à transformer sur site, on a aussi un gain de matière. Ce qu'on peut raconter rapidement sur la faisabilité du Pisé sur un projet public avec une population sensible, puisqu'on est sur des petits enfants, maternels et primaires, c'est qu'une fois qu'on a gagné le concours en mettant de la terre, donc nous, on a déjà des expériences avec Milena sur des projets publics en Pisé. On est aussi accompagné et on avait un travail en cours de rédaction de référentiel avec le laboratoire Cratère. Et donc, pendant le concours, on a déjà fait une première analyse rapide des terres du patrimoine local et puis des terres un peu du site pour vérifier la faisabilité. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, et une fois le concours gagné, pendant les études, à l'APS, on a vérifié ces hypothèses-là avec un peu plus de travail de laboratoire, hein, d'études granulo-sédimentaux. Et en parallèle, notre bureau d'études structure terre, qui était Bessières, a réalisé une modélisation sismique aux éléments finis, selon le code 8. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'en phase APS, en phase concours et en phase APS, le bureau de contrôle n'avait pas été choisi par la maîtrise d'ouvrage et qu'on a pu participer à ce choix en tant que maîtrise d'œuvre avec un projet dessiné, avec un projet plutôt bien avancé sur les techniques et on a incité la maîtrise d'ouvrage à consulter et à entendre les 3 bureaux de contrôle les mieux disants avec une explication du projet, sachant que notre objectif était de réaliser ce projet-là sans ATEX. Donc sans appréciation technique expérimentale, puisqu'on n'avait ni le budget, ni le planning pour réaliser cette étape-là. À l'époque, c'est Veritas qui a été choisi parce que notre interlocuteur physique qui était là était aussi enseignant à l'école d'architecture de Saint-Étienne et qui était très intéressé, un peu frustré de faire ce qu'il nous avait dit le grand écart entre sa pratique d'enseignement, où tous ces étudiants commençaient à mettre de la terre dans les projets, et sa pratique professionnelle, où il refusait un petit peu ces matériaux dits innovants, ces matériaux traditionnels innovants, puisqu'il n'y a pas de DTU, pas de normalisation sur ce matériau-là, et qu'il était prêt à aller dans le sens de la réflexion et de la bonne intelligence avec les architectes évidemment et avec le bureau d'études structure. Donc on a convenu ensemble et avec la maîtrise d'ouvrage qu'on pouvait réaliser un modèle sismique aux éléments finis. Donc c'est un modèle qui
qui vérifie l'ensemble du bâtiment, donc le pisé, les structures bois, quelques voiles contreventants en béton, les dalles, etc., pour vérifier qu'il était possible de faire un bâtiment avec des murs porteurs en pisé, en R+1, en zone sismique 3. Voilà, donc il y a un travail qui a été réalisé, une mission complémentaire qui a été attribuée à Vessières, puisqu'on avait, voilà, comme Milena vous l'a dit, 2 bureaux d'études structure, un sur le bois paille qui était Gaujard, et un sur le gros œuvre épisé qui était Vessières. Donc en consultation, on a aussi ces plans de principe, avec quelques tirants métalliques qui font le lien entre les fondations, les chaînages intermédiaires et chaînages hauts, qui se trouvent aux extrémités de chaque mur, chaque refend pisé. Voilà. Et puis, alors on a pu faire quelques études préliminaires avec la formulation de terre qu'on a fait un petit peu en collaboration avec le cratère, et puis quelques essais à la compression pour vérifier qu'on avait des valeurs d'écrasement qui étaient cohérents avec le modèle aux éléments finis. Ensuite, on a évidemment lancé en phase DCE l'appel d'offres aux entreprises, dans lequel on a réalisé un CCTP spécifique sur le lot pisé, avec une formulation possible, voilà, de ce qu'on avait fait. On ne peut pas imposer que l'entreprise utilise les terres du site, mais en tout cas, on impose un résultat. Voilà, et on impose aussi un cahier des charges de vérification de la chaîne de production du pisé, de la transformation de la matière jusqu'à la mise en œuvre. Donc là, l'entreprise, on avait aussi décrit dans le lot VRD, lors de l'excavation des terres, un tri des terres, de façon à ce que l'entreprise pisé puisse utiliser un merlon de terre qui avait été sélectionné. Et ici, on a l'entreprise pisé qui a réalisé dans son marché un abri pour les terres, parce qu'on sait que le gros problème en chantier public de la terre pour du pisé, qui est une technique de réalisation de terre en construction plutôt humide, quasiment sèche, il faut éviter qu'il y ait trop d'eau. Donc on protège des intempéries notre stock de matières premières, et de façon à pouvoir aussi ventiler. Voilà. Ensuite, évidemment, et ça c'est un point toujours extrêmement important, on avait décrit, et il a été réalisé, des murs d'essai, des murs prototypes à l'échelle 1, pour confirmer finalement que l'entreprise maîtrise la matière, et que le mélange qu'on avait décrit à l'échelle labo est conforme à l'échelle du bâtiment. Donc, et puis l'entreprise reste responsable de sa matière et de la bonne conformité de la matière au matériau et du matériau au bâtiment. Donc, elle a réalisé un premier mur prototype avec quelques fissurations, donc un peu trop de retrait. Donc, il a fallu aussi ajuster la granulométrie de la matière pour réaliser finalement un deuxième mur prototype, bon, celui-là un petit peu plus grand, qui nous servait à la fois à valider, nous, maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, par le biais du bureau de contrôle, la bonne tenue, la bonne qualité de la matière, valider le protocole quelque part de vérification, et aussi de sensibilisation des riverains à ce qu'est un pisé contemporain finalement, puisqu'ils en ont du pisé, mais ils ont du pisé très ancien et ils n'ont pas tous la perception de ce qu'est peut-être un pisé.
Donc ensuite, le chantier a démarré avec un petit peu de retard, comme souvent dans le marché public. Et notre beau planning où le pisé tombait dans la bonne période pour faire les pisés, c'est évidemment, presque comme toujours, malheureusement, décalé dans la période hivernale. Donc, ce qui était une catastrophe pour l'entreprise pisé, évidemment. Mais avec l'avantage quand même qu'on était dans une zone avec un environnement favorable en tout cas, avec une terre qui avait été protégée, donc avec une teneur en eau qui était dans la limite acceptable, mais avec des abords qui étaient un petit peu complexes pour travailler, pour caler les coffrages. Donc là, c'est en bonne entente avec le maître d'ouvrage aussi qu'on a pu disons, payer quelques travaux supplémentaires de stabilisation du sol pour l'entreprise pisée pour qu'ils puissent avancer. Il y a un travail qui est fait aussi avec l'OPC, qui est fait en bonne intelligence avec tous les acteurs pour comprendre que le pisé, eh ben, c'est un matériau, c'est un ouvrage particulier et qu'on ne peut pas le réaliser n'importe comment comme n'importe quel matériau conventionnel. Et que finalement, le seul adjuvant qu'on peut rajouter pour assécher la terre, c'est de la chaux, à notre connaissance, en tout cas, à moins qu'il faille sécher la terre. Et là, on rentre dans un processus extrêmement complexe. Voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est le premier mur de la chaufferie qui a été réalisé, protégé en provisoire en tête avant la pose de la charpente. Alors là, ils sont en train de poser la charpente. Donc, ils ont commencé à découvrir les protections provisoires. Et ici, on voit que les panneaux de charpente, les caissons paille sont stockés contre le mur. Donc là aussi, il y a une pédagogie à avoir pendant le chantier avec les entreprises connexes qui n'ont pas l'habitude finalement de ces matériaux un petit peu fragiles, plus fragiles en tout cas qu'un mur en béton banché et qui sont un petit peu moins, qui sont pas très soucieux généralement. Voilà, donc là il y a la mise en place des caissons paille en bonne intelligence, avec une bonne arrase faite par l'entreprise pisée, les entreprises pisées. On voit ici le mur intérieur du rez-de-chaussée qui est en cours de production. Donc on est vraiment sur l'évolution du pisé, le pisé étant l'ancêtre du béton banché. Le piseur récupère le jeu de banche du bétonneux et bénéficie potentiellement aussi de la grue pour déplacer les pots de coffrage. On a dû revoir aussi un petit peu en gestion de chantier les approches béton pisé. Donc là, la dalle béton qui est là pour la sismicité hein, et pour la rigidité de l'ensemble du bâtiment, qui va se poser finalement sur le chaînage béton intermédiaire. C'est arrêté avec un raccord au niveau du couloir, de façon à pouvoir laisser travailler les piseurs qui ont besoin de hauteur sur mur pour pouvoir compacter chaque couche. Donc là, on est dans un pisé fait in situ. On voit ici les tirants, enfin, un tirant métallique dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, donc la côté classe, le mur intérieur pisé, avec toujours ces couvertines provisoires de chantier qui protègent donc le pisé des intempéries. La petite semelle béton, le relevé de fondation qui permet d'accueillir la chape, mais également de faire plainte dans le bâtiment fini pour pouvoir protéger le bas du mur, y compris en intérieur, plutôt de l'usure d'usage, nettoyage notamment. Là, on voit des bois de réservation. Donc, les murs sont faits comme des trumeaux. Hein. Donc, c'est ici, on voit vous voyez la flèche ou pas? Oui. Ouais. Donc, ce mur est fait en premier avec les réservations pour la ventilation.
Ce mur est réalisé en deuxième et ensuite on comble avec un coffrage pour réaliser le mur du milieu. Donc, pour connecter tous ces murs-là, pour éviter qu'il y ait un joint de retrait qui se fasse et un jour qui se fasse entre le couloir et la salle de classe pour le feu, pour l'acoustique, etc. On vient réaliser une clé et donc une coupure physique entre les espaces. Jean-Marie, il est 54. Ouais, j'ai fini, là, c'est fini. Très bien. Ça suffit. On a commencé avec un peu de retard. Hein. Laissez-nous tranquille. Voilà, donc ensuite, le mur de l'étage est réalisé sur le chaînage béton qui a été fait par l'entreprise de Gros Œuvres. On voit les coulures, évidemment, du béton coulé, parce qu'on a du mal à faire un joint, un bâtiment parfait. Voilà, donc le pisé, ça se frotte, il n'y a pas de souci. On voit aussi les couvertines provisoires qui permettent de ventiler toujours protégé. La réalisation des murs de façon classique, branchée, remplissage au seau, compactage au fouloir pneumatique. Donc, pour vous rappeler ce que je vous ai déjà dit, en phase d'étude, le bureau d'études vestiaires produit un modèle sismique aux éléments finis sur l'ensemble structurel de l'ouvrage, bois, béton, pisé. En phase DCE, en s'appuyant sur l'expertise caractère, on rédige un CCTP pisé, permettant aussi de contrôler, pour le bureau de contrôle, pour la maîtrise d'œuvre, mais aussi ce qui est aussi une assurance pour l'entreprise. Voilà, donc tout est chiffré, de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprise pendant le chantier, et que chacun ait les moyens de faire les essais d'autocontrôle. Et puis en phase passation de marché, une note méthodologique qui est produite par l'entreprise, ce qui permet à la maîtrise d'œuvre de vérifier que c'est une entreprise qui est compétente, et qui a désigné un chef de chantier compétent, avec une expérience. Et en phase chantier, on demande en amont donc, du chantier la réalisation d'un mur prototype, d'une granule sédimentaux et qui se mette en place un autocontrôle. Voilà, après un simple rappel des chiffres clés du projet, avec une surface utile de 1890 m² pour un coût de travaux global de 3 700 000 €. Voilà, un ERP de 4e catégorie. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'on avait eu un financement de la région pour réaliser un essai au feu sur le pisé qui a été fait, réalisé, avec une tenue au feu d'une demi-heure, ce qui était nécessaire, voilà, en zone sismique 3. Voilà, Louise. Je me tais. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. On a retrouvé Nadine Chevreul, la maître d'ouvrage. Avant de passer aux questions, peut-être qu'on peut lui proposer de nous livrer un petit peu son regard en tant que maître d'ouvrage de l'opération. Madame Chevreul, si vous voulez faire un petit témoignage. Votre micro est coupé. Il y avait des travaux à l'extérieur de la mairie, donc j'avais coupé le micro pour éviter que vous ayez en fond des engins de chantier. Je m'excuse, oui, pour tout à l'heure, puisque j'ai plus de connexion, donc je n'ai pas entendu le début des propos, la présentation du CIVOS, ou je ne sais pas ce qui a été fait. Nous, le ressenti actuellement des enfants et des enseignants, c'est un bâtiment qui est très agréable à vivre, au niveau acoustique, au niveau, à tout point de vue. Donc, tout le monde est satisfait de ce projet qui a été effectivement mûri sur plusieurs années. Donc, peut-être que Jean-Marie l'avait expliqué au départ. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions en tant que concernant le CIVOS, qui a structuré ce projet pour les 5 communes de départ, ce qui n'était pas quelque chose d'anodin.
Oui, oui, effectivement, Jean-Marie a bien rappelé un petit peu le contexte et les enjeux Voilà. autour de ce projet. Merci. Donc, beaucoup de questions. Je vous propose de passer à la partie questions. Alors, il y a eu tout un tas de questions autour des essais qui ont été réalisés. Donc, Jean-Marie, vous avez un petit peu précisé hein, la méthode que vous avez suivie. Vous avez rappelé aussi le fait que vous n'avez pas souhaité passer par une procédure d'ATEX. Après, quand on voit la méthode que vous avez indiquée employer sur ce chantier, on voit que c'est quand même extrêmement cadré. Peut-être quelques points de précision sur les caractéristiques qui sont attendues dans le cadre des essais. Au-delà de la compression, quelles sont les autres caractéristiques qu'on cherche à connaître? Il y a eu des questions sur l'abrasion. Il semblerait que dans la procédure d'ATEX, il y ait une attention particulière sur ce point-là. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu sur ces aspects liés aux essais? Ouais, alors nous, on a réfléchi. Alors, on n'est pas passé par une ATEX, hein. On avait un projet de document d'ATEX en cours avec le cratère. Justement, comme on avait quelques expériences de pisé en public, avec notamment des design d'architecture, on disait qu'il fallait produire une ATEX de type A. C'était important pour permettre de vulgariser quelque part, de permettre à plus de projets de sortir, que ce soit plus un frein. Mais quand on a fait ce projet-là, il n'y a pas d'ATEX sorti. Et puis au fil du temps, avec le cratère, il y a eu aussi, enfin, avec le cratère, mais aussi au niveau national, hein, avec le groupement, avec l'association Terra, pardon, et puis au niveau national, hein, une réflexion sur les écrits, sur l'état de l'art des constructions, techniques de construction en terre. Bon, bref, il y a eu du temps passé pour produire ces éléments-là. Et nous, on a trouvé le bureau de contrôle qui a bien voulu jouer le jeu avec nous pour réaliser ce bâtiment sans ATEX. Voilà. Donc, je le répète, il n'y a pas d'ATEX. Par contre, on s'est appuyé sur tous les essais qu'on avait décrits dans ce projet d'ATEX de formulation et d'essais simples, quoi, de granulosédimentaux, de fiches d'identité quelque part de la Terre, et avec ces éprouvettes qui nous donnent une valeur d'écrasement. Donc là, on avait une nécessité d'avoir une valeur d'écrasement de 1,5 mégapascal, ce qui n'est rien, puisque sur un béton, on est plutôt à 20, mais qui était le minimum nécessaire pour la tenue de ces murs-là, selon le modèle structurel. Sur la question de l'abrasion, particulièrement, on n'a pas fait de traitement spécifique, si ce n'est de réflexion avec la maîtrise d'ouvrage sur la conception architecturale. C'est-à-dire qu'on voit ici, dans le couloir, la petite plinthe qui en fait couvre le petit relevé béton qui sert de plinthe, donc pour éviter de mouiller le bas du mur quand on nettoie, passe la serpillière. Les bancs et les patères ont été placés de l'autre côté du couloir pour éviter évidemment que les enfants viennent se frotter contre le mur empisé. Et côté intérieur des salles, on a aussi des poteaux bois avec des étagères qui protègent le mur pisé de l'abrasion. Voilà, donc après, il y a eu un petit peu de farinage, on va dire, de perte de fleurs du pisé, la partie un peu fine, qui a été résolue par la projection de cellulose par l'entreprise, hein, qui est un fixatif de poussière quelque part, sans empêcher la régulation hygrométrique du mur. Voilà. Donc ce mur intérieur, lui, il a toutes les caractéristiques possibles du pisé, c'est-à-dire qu'il est porteur, il fait inertie évidemment, il est esthétique et il fait la régulation hygrométrique. Et il sert, comme il est lourd, à l'acoustique évidemment. Donc sur ces questions-là, finalement, la conception architecturale, en réflexion avec la maîtrise d'ouvrage et les usages, permet de limiter les ajouts d'enduits,
de ciment ou de chaux pour stabiliser. Voilà. Et sur la partie extérieure, par contre, on n'a pas de cellulose, hein, c'est l'érosion et la vie du pisé qui suit son cours, hein, avec les sorptions, désorptions, et puis une stabilisation quelque part du mur avec la fleur du pisé qui s'en va les premières années et la surface qui se stabilise. Merci. Concernant la formulation, il y a plusieurs questions donc, qui vérifier qu'il n'y avait pas de stabilisation et aussi de savoir qui a fait la formulation et à quel moment précisément ça intervient dans le projet. Alors, nous, on avait fait faire une première formulation pendant les études pour vérifier que c'était jouable. Après, par contre, on laisse la responsabilité à l'entreprise de vérifier cette formulation. Donc, on demande à l'entreprise de refaire une formulation qui peut être la même, qui peut être une autre, mais ils s'engagent quelque part sur... C'est leur travail, hein, donc c'est les sachants ultimes. Donc, ils s'engagent sur un résultat et en termes juridiques, il faut qu'ils soient sûrs de leur coût. Donc, on leur demande de valider quelque part une formulation. On leur dit, voilà, nous, on a réalisé ça pendant les études en première intention, vous pouvez vous en servir ou faire autrement. Voilà, donc en tout cas, on a fait pour vérifier, nous, à notre niveau, l'entreprise réalise à son tour une formulation qu'elle soumet au bureau d'études et au bureau de contrôle, qu'elle valide par des essais à la compression, que je vous ai montré tout à l'heure, et par la réalisation d'un mur prototype. Alors ensuite, la stabilisation, donc il n'y en a pas sur les murs intérieurs. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le décalage de planning, on a eu un problème d'humidité de mur. Donc, sur les murs extérieurs, les premiers murs extérieurs qui ont été réalisés en premier, pendant la période hivernale, ils ont séché la terre à la chaux. Donc, on a des murs qui sont stabilisés à la chaux. Et qui sont stabilisés plutôt par concours de circonstances climatiques que par nécessité. D'accord, il n'était pas prévu qu'il soit stabilisé. Non, il n'était pas prévu. J'ai vu aussi quelques questions sur l'isolation. Oui. Sur le pourcentage de chaux, une question à l'instant, savoir quel est le pourcentage de stabilisation. C'est 3%. 3%, donc ce qui est relativement ce qui est très peu. Et là, il faut se méfier aussi parce que sur la chaux, on peut avoir quelques déconvenues. Donc, il faudrait faire des essais, ce qui n'a pas été fait là. Mais théoriquement, en fait, en rajoutant de la chaux, on change la formulation. Donc, il aurait fallu refaire des essais pour être vraiment jusqu'au boutiste scientifiquement, en tout cas, pour vérifier. Parce qu'avec un taux de chaux trop bas, parfois, on peut avoir un désagrégement de la matière plutôt qu'un renforcement de la matière. Donc, le 3%, là, c'était la limite basse. Un point de vigilance, d'accord. Il y a eu plusieurs questions sur un peu la gestion de l'interface avec la dalle béton. Donc, comment vous avez géré le tassement du pisé? Combien de temps vous avez attendu sur le chantier avant de pouvoir donc, poser les dalles béton, couler les dalles béton? Et les planchers bois. Et les planchers bois, merci. Oui. Ouais, on a attendu pas grand-chose. On a attendu, on a estimé que c'était assez négligeable, en fait, et que le tassement de 1 cm potentiel était acceptable, voilà, qu'il n'y avait pas de fissuration possible, que ce qui est de la dalle béton était suffisamment ferraillé, que le plancher collaborant bois-béton, lui, était traité de façon indépendante dans les salles de classe. Donc, que la fissuration due au retrait ou au tassement était acceptable. Finalement, il n'y en a pas eu. Donc, le temps d'attente a été de rien du tout. C'est-à-dire, en termes de chantier, c'était 1 mois. 4 semaines. Plusieurs questions sur les autres types d'essais qui auraient pu être réalisés ou les exigences concernant la réglementation aussi incendie.
Est-ce que à ce niveau-là, vous avez dû fournir des justificatifs et également aussi sur l'acoustique? Alors, sur l'acoustique, non, parce qu'on n'avait pas d'exigences particulières, si ce n'est les exigences scolaires, hein, mais qui sont traitées par les plafonds bois qu'on a vu tout à l'heure, qui sont traités par ici dans le couloir, un faux plafond en fibralite démontable. Voilà, on n'a pas eu à justifier ce matériau-là plus qu'un autre. On part sur des références type béton, hein, on est sur un béton de terre, quoi. Donc, voilà, et sur la partie feu, comme je vous l'ai dit, on a réalisé un essai au feu, cofinancé par le LABEX AECC et la région, pour un montant de mémoire de 14 000 €, hors réalisation du mur. Je crois que c'était 17 000 € au total, hors taxe. Voilà, donc ça c'était un point, parce qu'on est en ERP 4e catégorie, mais en fait on est en ERP 4e catégorie quand on a la salle supplémentaire qui sera construite avec l'extension. Et là on est en 5e catégorie, donc on n'a pas eu à fournir finalement de justification à ce stade-là. Une petite question pour la maîtrise d'ouvrage qui a été posée concernant l'obtention de subventions. Est-ce que ce projet, on voit que les coûts mètre carré restent relativement maîtrisés, est-ce que ça vous a permis d'obtenir des subventions supplémentaires? On a eu uniquement la subvention BPOS de la région, le reste c'est le département comme n'importe quelle structure. Le BPOS a été pour le surcoût lié à l'utilisation des matériaux biosourcés. Merci. Encore beaucoup de questions. Alors, on ne va pas pouvoir toutes les traiter parce qu'il est midi 11 déjà passé. Peut-être plusieurs questions concernant la pluie, donc l'exposition à la pluie. Certains ont remarqué qu'il n'y avait pas forcément de débord important ou de couvertine. Comment est géré le ruissellement sur l'extérieur? Il est géré comme sur toutes les maisons, sur toutes les fermes. Est-ce que ça a un impact, en tout cas par rapport au vieillissement en fait, et à la durabilité du matériau? En fait, sur le pisé, il faut faire attention. C'est bonne botte, bon chapeau, hein, donc effectivement, il faut un soubassement avec un relevé pour pas que les pieds soient dans l'eau, éviter les rejaillissements, c'est ce qu'on voit un peu ici. Et puis en tête, il faut pas qu'il y ait d'infiltration par la tête. Voilà. Donc, c'est vrai que bon chapeau, ça peut s'entendre avec une grande casquette ou un grand chapeau à débord type chapeau mexicain, mais ça peut être aussi un petit béret. Voilà. Il suffit qu'il y ait une couvertine, en fait, que le ruissellement de l'eau soit géré. Donc, si on met une couvertine sur une toiture terrasse, il faut mettre une pente à cette couvertine pour diriger l'eau hors du mur. Voilà. Après, sur ce qui est du corps du mur, de la face du mur, en fait, la matière va pomper l'eau de pluie pour éviter, et du coup, va limiter le ruissellement. Et après, ça dépend de l'élancement du mur. C'est-à-dire que si on est, puis ça dépend du contexte. Si on est en zone tropicale avec des pluies horizontales et des pluies de mousson pendant plusieurs heures, et avec un mur, avec un élancement, une phase de plus de 6 mètres de haut, effectivement, ça n'aura pas le même impact qu'ici. Voilà. Après, dans le patrimoine, on voit des fermes qui sont R+2, des fois même, alors pas des fermes, mais des bâtiments R+3 avec des façades exposées, plus ou moins exposées d'ailleurs, selon si elles sont est-ouest, nord ou sud. Et qui vieillissent plutôt bien. Voilà. Ce que je disais, c'est que finalement, le ruissellement fait partir la fleur du pisé, donc la partie fine qui est en face de mur. Et puis ensuite, il y a une stabilisation de la matière qui fait que ça ne bouge plus. Merci. Une question sur un point qu'on a un peu moins abordé concernant la résistance thermique du mur, sur la composition de parois.
Est-ce que sur cet aspect-là, vous pouvez nous apporter des précisions? Non, ça ne m'intéresse pas. La résistance thermique. Alors, sur ce qui est des façades, on n'a pas réussi. Là, on était RT 2005. On n'a pas réussi à justifier le mur sans isolant intérieur sur les murs de façade extérieure. Donc, le mur, celui-là, ce mur qu'on voit là, il habille la partie chaufferie et cuisine. Donc, on est aussi sur des zones à risque avec une tenue coupe-feu 2 heures exigée. On a une partie. Il y a encore plein de questions, mais je pense que là, il est peut-être l'heure de se quitter. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de répertorier toutes les questions, celles auxquelles on peut répondre, on y répondra. Et puis, on vous demandera peut-être quelques informations supplémentaires. Et puis, on transmettra cette liste de questions-réponses à l'ensemble des participants. Avez-vous encore une petite chose à dire avant qu'on se quitte? Bon, moi, j'ai un dernier conseil. Si vous vous lancez dans un bâtiment avec de la construction en terre, si vous êtes architecte ou maître d'ouvrage, faites-vous bien accompagner. Donc, il faut avoir une équipe qui sait où elle met les pieds, quoi. Le maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, le bureau structure, les archis et les entreprises pour que tout le monde aille dans le même sens, y compris l'OPC. Milena, peut-être quelque chose. Oui, peut-être aussi parce qu'il y a eu plein de questions concernant le prix, le surcoût par rapport au béton et tout. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément un surcoût. On l'a pas calculé là précisément pour ce projet. Mais ce qui est important aussi peut-être de souligner, c'est, vous avez vu sur les images de chantier, il s'agit d'une ressource qui est sous nos pieds et qui est gratuite. Il s'agit aussi d'un travail d'homme de chantier. Donc, nous sommes dans un circuit extrêmement court, et le prix de pisé, c'est le prix de la main-d'œuvre, globalement. Donc, ce qui veut dire que quand on décide de construire un pisé, c'est aussi un geste social. Ça veut dire qu'on ne paye pas des matériaux qui sont importés et qui viennent ou dont les origines ne sont pas forcément traçables et connues. C'est vraiment une ressource très, très locale et des savoir-faire locaux. Donc, les 600 € hors taxe le mètre carré, qui est effectivement un coût bas de pisé, qui peut aller jusqu'à 800 000, c'est un coût social de savoir-faire, un savoir-faire qui a été un savoir-faire traditionnel et qui aujourd'hui est plébiscité et qui est à maintenir, qui est à faire fructifier voilà, c'est plutôt ça. Oui, après, effectivement, le coût élevé du mur pisé, il est à prendre en compte, mais finalement, nous, dans la conception globale du bâtiment, notre objectif en tant qu'architecte, c'est de rester dans l'enveloppe du maître d'ouvrage. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément mettre de pisé partout et qu'il faut travailler sur la mixité des matériaux avec l'utilisation du bon matériau au bon endroit. Voilà, c'est une intelligence constructive quelque part pour pouvoir valoriser ces matériaux effectivement qui nous permettent de rester en circuit court et de donner du travail à un maximum de gens. Super. Madame Chevreul, un dernier mot? Et nous, on ne peut qu'être satisfait de ce bâtiment, donc ça peut être que notre dernier mot, oui. Et ben, sur cette note positive, merci à tous d'avoir participé à cette deuxième conférence du webinaire Construire en terre crue dans la commande publique. On vous retrouve pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines,
avec la présentation du pôle culturel L'Aria qui a été réalisé par l'agence Philippe Madec. Merci à tous et puis bonne journée. Merci. Merci.